3 janvier 1523, Martin Luther est excommunié de l'Église catholique. Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans le comté de Mansfeld, est mort le 18 février 1546 dans la même ville. Il est le fils aîné de Hans Luther et de Marguerite Zidler. Son père ayant obtenu le titre de bourgeois après une longue et difficile carrière comme étant mineur, il veut que son fils se lance dans l'étude du droit pour avoir une vie plus facile que lui l'a obtenue. C'est ainsi que Martin va commencer la volonté de son père jusqu'en 1505 lors d'une soirée où tout va changer. Martin est pris dans une énorme tempête où la foudre s'abat comme jamais. Il va jurer de devenir fervent moine si il arrive à survivre à la foudre. Étant survivant de cette journée, Martin va, même contre le désaccord de son père, devenir en 1507 prêtre. Jusqu'en 1512, il est désigné comme enseignant en philosophie au couvent d'Hertford. Il se voit même obtenir le grade de docteur en théologie. Par contre, au fur et à mesure que le temps passe, il commence à contredire peu à peu les façons d'agir et de revendiquer les propos de l'Église catholique. Ce docteur va même rédiger 95 thèses sur ce qui ne fonctionne pas, selon lui, dans sa religion, et de comment le pape agit. Il revendique le fait que les prêtres ne peuvent pas se marier et déclare que les écrits de la Bible devraient prioriser par-dessus les mots du pape. Ce qui n'était pas le cas à cette époque, car souvent la population avait plus tendance à écouter les mots du pape que les récits de la Bible. Par-dessus tout, ce qu'il trouvait abject et même inconcevable qu'on puisse faire cela dans l'Église catholique était le fait qu'on puisse enlever nos péchés, c'est-à-dire des actions qui nous emmènent en enfer, simplement en payant l'Église. Cette action s'appelait le commerce des indulgences, qui au fond ne servait pas vraiment à excuser les péchés commis, mais plutôt à trouver des fonds pour la construction et l'entretien de la basilique de Saint-Pierre, se trouvant à Rome. Ces 95 thèses vont rapidement faire le tour de l'Allemagne et en conquérir plusieurs par les propos emmenés par Martin Luther, et va même avoir un groupe qui va commencer à suivre ce personnage. À Rome, le pape, non content de se voir critiqué, va envoyer un ultimatum à Martin Luther. Soit il enlève ses propos dits sur l'Église publiquement, ou il se verra excommunié, c'est-à-dire interdit de pratiquer la religion catholique. Par après, Martin Luther va gagner une grande influence en Europe, mais surtout en Allemagne. Ainsi, il va diviser le peuple en deux, entre ceux d'accord avec lui et ceux contre lui. Ainsi, Martin Luther aura fondé le protestantisme, qui sera une branche du christianisme fait et construit selon la vue et la manière de voir les choses par Martin Luther. Ainsi, il deviendra l'une des religions majeures de notre planète Terre et en prendra une grande influence, surtout en Europe. 3 janvier 1833, la Grande-Bretagne prend le contrôle des îles Malouines. Il est plus que probable que vous ne connaissez pas qu'est-ce que sont les îles Malouines. Situé à l'Atlantique Sud, au niveau de l'Argentine, il se trouve à l'est de celui-ci. Tout d'abord découvert par l'explorateur Amerigo Vespucci sous le drapeau de l'Espagne dans les débuts du 16e siècle. Plusieurs années plus tard, en 1592, les îles Malouines sont baptisées par les Anglais îles méridionales de David, nom que donna le navigateur John David, qui fut le premier Anglais explorateur à mettre le pied sur ce territoire. C'est le Français Louis-Antoine de Bougainville qui nomma cette partie du globe les îles Malouines, nom pris à partir des premiers colons apparus, et depuis, le nom resta. Ce n'est qu'en 1670 que l'histoire va se corser un tout petit peu. C'est le commencement de la crise des Malouines. C'est un temps où l'Espagne et la Grande-Bretagne revendiquent chacun de leur côté l'île, disant qu'ils ont été les premiers à découvrir cette partie du globe. Ainsi, voulant la posséder, le 4 juin, une frégate espagnole prendra le port de Egmont. Par la suite, les tensions montent d'un cran. Les Anglais menacent d'envoyer leurs navires de guerre si les Espagnols restent sur ce territoire. Ceux-ci seront prêts à rentrer en guerre pour posséder l'île jusqu'à temps que les Français, qui étaient leurs alliés militaires à cette époque, décident de ne plus prêter main forte aux Espagnols lors de ce futur conflit. Les Espagnols, devenus, disons, moins forts à deux, décident
de laisser l'île et, dans un traité, s'engagent à enlever leurs troupes du port. Officiellement, la Grande-Bretagne prend possession des îles Malouines le 3 janvier 1833. Encore aujourd'hui, les Malouines sont indépendants dans leur fonctionnement, sauf pour les affaires extérieures, dont la Grande-Bretagne s'en occupe. Un autre conflit a été déclaré à cause de la possession de la Grande-Bretagne envers ce territoire. En effet, l'Argentine décide d'envahir les îles en 1982, croyant que ce territoire est un territoire stratégique et vital, déclarant du coup la guerre à la Grande-Bretagne, qui, paradoxalement, sera appuyée par les Espagnols et en sortira vainqueur. « 1868, abolition du shogunat et restauration de l'ère Meiji au Japon. L'ère Meiji pour l'histoire japonaise est une grande bouchée d'air frais pour le pays. Elle a permis à celui-ci de se moderniser et ainsi devenir une puissance de ce monde. Or, avant que l'ère Meiji soit installée, le Japon était sous l'époque du shogunat, ce qui signifie que le territoire était géré par une dynastie dont la famille au pouvoir était Tokugawa. Les Tokugawa avaient instauré un état très militarisme et ainsi établi une hiérarchie sociale dont les grades de cette hiérarchie dépendaient uniquement du métier. En haut de cette fameuse liste avait le shogun, que on peut comparer comme une sorte de généraux de l'armée qui gouverne le pays. Celui-ci avait le droit de mort ou de vie sur tous ceux en bas de son grade hiérarchique, c'est-à-dire toute la population. C'est ainsi que chaque individu était perçu comme une machine devant obéir aux ordres des plus hauts gradés et qui, à leur tour, transmettaient des ordres à la branche en dessus d'eux. De plus, l'empereur mettait en place une politique d'isolationnisme, c'est-à-dire qu'il voulait commercer avec aucune autre puissance coloniale de cette époque ou même pays et se concentrait uniquement sur l'économie intérieure du pays. Ainsi, quoiqu'avec une bonne économie intérieure très forte, le Japon aura beaucoup de misère à rivaliser de côté scientifique ou même militaire avec d'autres pays de l'époque. Sans oublier que la population était forcée à rester sur le territoire et ne pouvait, à aucune exception, sauf pour questions diplomatiques, de quitter le pays sous peine d'être banni du Japon. Pareil pour l'inverse, aucune personne née autre qu'au Japon ne pouvait s'installer sur cette île du Pacifique, peur de renverser la culture japonaise. Jusqu'au fameux jour où les Américains débarquent. En 1853, des bateaux américains envahissent la baie d'Edo. Aujourd'hui connue sous le nom de Tokyo, l'amiral Perry avait reçu comme mission d'engager, peu importe le prix qu'il en coûterait, des relations commerciales avec le Japon. Vu l'imposante force de frappe et surtout plus moderne des Américains, les Japonais seront dans l'obligation de rédiger un traité commercial qui fera en sorte de laisser les navires commerciaux américains rentrer dans les ports de cette île et ainsi pouvoir commercialiser avec les Japonais. Les années qui suivront verra plusieurs navires marchands de différentes puissances coloniales arriver dans les eaux japonaises. Malheureusement, le shogun ne pourra faire guerre d'action car sous constante menace des USA. La population voyant d'une mauvaise œil les étrangers dans leur eau vont commencer à critiquer ouvertement le dirigeant de la nation pour son inaction. Une révolte éclatera même au sein du territoire entre ceux qui veulent garder leur tradition et rester fermés aux pays du monde et ceux qui veulent rattraper leur retard technologique et économique en s'ouvrant aux portes du monde. Pour tenter d'apaiser la situation, le shogun décide de délaisser peu à peu le pouvoir pour une nouvelle institution politique. Mais cette institution politique va laisser encore trop de pouvoir à l'empereur pour de réels changements. C'est pour cela que les samouraïs décident d'enlever l'empereur du trône et de remettre à neuf le système politique. Après une guerre civile, ces samouraïs marcheront sur la capitale et prendront de force le palais impérial et ainsi ils proclameront la restauration du pouvoir le 3 janvier 1868. Ce qui marquera le début de l'ère Meiji, puis le début d'une ère plus moderne ouverte aux autres pays avec plus de droits pour la population. 1961, les États-Unis cessent toute relation diplomatique avec Cuba. Le 3 janvier 1961 marque un tournant majeur dans l'histoire future de Cuba.
dont un seul pays sera responsable. C'est donc le 3 janvier que les États-Unis cessent toute relation diplomatique avec Cuba. Pour comprendre cette prise de décision si soudaine et surtout très importante, il faut remonter dans le temps. Il faut connaître que la relation entre les deux pays était autrefois très bonne et était même reconnue comme étant de bons amis. En 1898, les États-Unis et l'Espagne finissent une longue et difficile guerre dont l'oncle Sam en ressort vainqueur. Un traité sera établi à Paris dont l'une des clauses est que l'Espagne devra perdre Porto Rico et Cuba, qui sont deux îles dans les Caraïbes. Cuba se verra aussi occupé pendant 5 ans par son grand voisin du Haut. Les États-Unis se permettent aussi le droit de conserver des bases militaires comme ils l'ont fait à Guantanamo. Et ils peuvent aussi intervenir militairement s'ils jugent un effondrement constitutionnel. C'est-à-dire, s'ils croient que le pays est dans une situation critique, ils peuvent se permettre de prendre le pouvoir par la force et de diriger le gouvernement. Les années qui suivront fera signe d'une belle amitié entre ces deux territoires, jusqu'au jour où Fidel Castro arrive dans le théâtre. Accompagné de ses acolytes, ils vont prendre le pouvoir du pays, c'est-à-dire en 1959. Ayant pris le règne du pays par la force via une révolution, les États-Unis étaient tout d'abord contents de ce nouveau président, et même que directement après la prise de pouvoir, les Américains reconnaissaient légitimement Fidel Castro comme un dirigeant du pays. Une action de celui-ci va par contre changer un peu la donne. Le gouvernement Castro fait voter une loi sur la redistribution des terres. Mais qu'est-ce que c'est? Cette loi a pour action de reprendre toute terre qui est de possession américaine et d'en rendre une possession de l'État, que ce soit pour des citoyens américains vivant sur le territoire ou des compagnies privées. Aucune compensation ne sera donnée à ceux qui seront fait prendre leurs terres. Les États-Unis vont répliquer menaçant de mettre des sanctions économiques si Castro ne répare pas son erreur. Le dictateur cubain têtu va, au lieu de remettre la situation comme avant, va s'allier commercialement avec l'URSS. Or, cette action n'était pas anodine car à cette époque, c'était la guerre froide où l'URSS affrontait les États-Unis. Ainsi, Cuba se voit maintenant principalement marchander avec les pays de l'Est. Le combat est alors lancé. Les États-Unis décident d'arrêter tout achat de sucre avec son petit voisin, ce qui comportait une quantité énorme d'exportation qui s'écroule pour Cuba. Et puis le 3 janvier 1969, les États-Unis décident pour de bon d'arrêter toute diplomatie entre lui et son petit voisin. Cuba va alors nationaliser directement en une semaine toutes les entreprises américaines et les territoires pris par ceux-ci. En une semaine et sans aucune compensation, bien sûr. En 1961, les États-Unis tentent d'infiltrer des soldats sur le territoire cubain et de renverser le président. L'opération va s'appeler la baie des cochons et va être un échec total. Peu de temps après, l'Union soviétique décide d'acheter le sucre cubain à des prix plus hauts que la norme. Les Cubains, après cette généreuse action de son allié commercial, vont les laisser placer des missiles nucléaires sur son territoire, qui sera dirigé bien sûr en direction des États-Unis. Ce sera le moment le plus intense de la rivalité entre Cuba, USA et surtout entre USA et Union soviétique. Cette relation diplomatique tendue aura aussi naître un embargo en 1962 interdisant tout marchandage qu'importe la ressource. Cuba va estimer 70 milliards d'euros perdus à chaque année à cause de cet embargo. Mais depuis 2015, les tensions semblent s'enlever et maintenant certaines ressources peuvent être commercées et le tourisme peut être repris de même. C'est ainsi que s'achève cette 3e vidéo de Chaque jour a son histoire. J'espère que vous avez passé un bon visionnage et si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire pour me rendre un bon service. À la prochaine pour une nouvelle histoire.